Radio 2049. La guerre et son refus. Épisode 7. Les chemins de la désertion. Я заливаю глаза керосином. Пусть все горит, пусть все горит. На меня смотрит вся Россия. Пусть все горит, пусть все горит. Я заливаю глаза керосином. Пусть все горит, пусть все горит. На меня смотрит вся Россия. Пусть все горит, пусть все горит. Une émission enregistrée en compagnie de l'initiative Olga Taratuta au Loukanikos, Rennes, février 2026. Bienvenue à tous pour cette discussion sur la guerre en Ukraine. Alors, je perds ma voix instantanément, ok, nickel. Quelques mots d'abord sur le local où vous êtes, le Loukanikos, qui accueille différentes activités et qui tient une permanence tous les vendredis à 18h. Le prochain vendredi, ça sera une discussion autour du texte Contre-feu à propos de la cata du 10 septembre, que vous pouvez trouver sur le meuble ici, il me semble, qui est un texte critique sur ce qui s'est passé le 10 septembre, sur un peu le non-mouvement et sur pas mal de choses qui en découlent. Et ça sera l'occasion d'en parler. Sur la question de la guerre, pour ceux qui ne connaissent pas, je fais une petite communication sur Radio 2049, qui est une radio qui est trouvable sur YouTube, où vous avez le QR code qui est affiché ici. C'est bien fait. Il y a une série qui est intitulée « La guerre et son refus », avec des podcasts sur la guerre en Ukraine, mais aussi sur les refusniks en Israël et sur la guerre au Vietnam dans les années 70. Et il y a aussi une série de 7 épisodes sur l'insurrection en Irak en 1991, qui se passe en pleine guerre du Golfe, et qui est un moment historiquement très peu connu, alors que c'est vraiment un truc de ouf. Une autre chose aussi qui est en rapport à la guerre et qui vient un peu du local, c'est un journal qui s'appelle Le Tir au flanc, qui va être là-bas à l'entrée. On est déjà au numéro 5 et c'est un journal contre la guerre et l'exploitation. Et n'hésitez pas à l'embarquer pour le lire, le partager. C'est trouvable aussi en ligne sur loukanikos.noblogs.org. Voilà. Aujourd'hui, on est en compagnie de l'initiative Olga Taratuta, que je présenterai très rapidement parce qu'ils vont le faire eux-mêmes après, mais une initiative de solidarité avec les réfugiés, les déserteurs et les pacifistes en Ukraine, en Russie, en Biélorussie. C'est avec eux et vous tous qu'on va parler aujourd'hui à la fois de l'action de solidarité avec les déserteurs et à la fois sur les positions, on va dire, antinationalistes et antimilitaristes qu'on pourrait discuter et diffuser. Alors la proposition de ce soir, c'est de faire un peu en 3 parties. D'abord une prise de parole de l'initiative Olga Taratuta, qui vont se présenter, faire un résumé de la situation, en gros. Puis après, il y aura un temps de débat ouvert où on pourra discuter de tout ça et autres. Et on finira par une cantine à prix libre dont les bénéfices iront au groupe Assembly, qui est un groupe basé notamment à Kharkiv, qui font un gros taf sur l'aide à la désertion et ils font aussi des sortes de comptes rendus, on va dire, 2-3 fois par mois, avec par exemple des conseils, des témoignages, des prises de position qui se passent là-bas. Kharkiv, c'est en Ukraine, à l'est, pas loin du front. Voilà. Eh ben, merci à tous d'être venus et je passe la parole. Bonsoir. C'est bon là ? Bonsoir. Dobry wieczór, здравствуйте, comme on dit en russe ou en ukrainien. Merci de me passer la parole, mais en fait, ce soir, donc il y a des représentants du groupe Olga Taratuta, mais on a aussi la chance d'avoir avec nous un déserteur, qui est un déserteur russe, qui est en France depuis assez peu, et qui est voilà. Et moi, je propose qu'on commence dans le vif du sujet, puisque la soirée c'est sur les déserteurs, de laisser en premier la parole à un déserteur pour qu'il puisse un peu nous expliquer qu'est-ce qui l'a motivé à déserter, comment il est arrivé ici, les difficultés auxquelles il a été confronté et voilà, et la solidarité et tout ça.
I'm deserter from Russia. I deserted last year. Bonjour, je suis un déserteur de Russie. J'ai déserté l'année dernière en janvier. I was at war in J'étais Ukraine sur la for ligne de 6 front en months. I Ukraine was on the pendant front 6 mois. line, J'étais serving au headquarters. quartier général. I was working with secret documents, regular Je travaillais, comme ce que j'étais au quartier général, je travaillais avec des documents secrets, enfin des documents officiels. Je savais exactement, j'étais parfaitement informé de tout ce qui se passait sur la ligne de front. So I was looking at the documents and I saw how much people die, how much people Et donc, desert, je voyais how much les people chiffres, involved combien de in personnes this mouraient, combien de disaster personnes in Ukraine. désertaient. J'avais toutes les informations sur ce désastre sur la guerre en Ukraine. And when I first look at these numbers, I asked some officers at the headquarters why it's happening. Et why quand so many j'ai vu ces people died chiffres, at war, j'ai demandé aux where officiers, mais we use comment lots c'est of possible drones, d'avoir des a lot tels of chiffres de remote, mort, de mortalité, alors qu'on weapons, utilise des like drones, des artillery, roquettes, rockets, and drones. des engins télécommandés. And I didn't receive a good answer. They just don't care. Et en fait, les officiers about ne human m'ont lives. pas répondu. Go there En for fait, ils se something, moquent for complètement some de la reasons, vie des gens. and, Ils there se is no moquent de reason, savoir pourquoi est-ce que les gens viennent why là. these people go there, Et bon, ils parlent de for patriotisme, country, de défendre le pays, or etc. Mais tout ça, patriotism or something else. c'est du vent, quoi. People usually go there because government put them in En the fait, les situation gens vont à la where guerre it's their tout last simplement choice. parce que c'est le They dernier don't choix have qu'ils money, ont they dans have leur problem vie, with the souvent, law, because soit they parce que restrict the law every d'abord le gouvernement almost every day. leur fait injonction d'y aller, ou alors tout simplement parce qu'ils ont des problèmes de ressources, ou alors qu'ils ont des problèmes aussi avec la loi, et donc ils n'ont pas d'autre choix que d'y aller, mais c'est pas volontaire, quoi. So after we know this, we just can look at situation and understand that nobody care about your life. Et une fois que vous avez pris conscience de ça, que en fait ils en ont rien à faire de votre vie, que pour eux votre vie, voilà, ça compte pas, que les gens simples, les gens honnêtes comme nous, en fait, voilà, ils comptent pas, ils sont juste bons à se faire envoyer massacrer. Une fois que vous avez compris ça, en fait, vous avez deux solutions. Soit vous acceptez et vous allez mourir, soit vous prenez le chemin de l'exil, et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un chemin sans retour, quoi. Vous savez que vous partez, mais vous ne reviendrez pas, quoi. And I'm worried about local young people. They go to school, they go to universities, and the French government wants them to learn more about French army, how good to serve in the army. So they have more people. J'ai appris que le gouvernement français veut aussi mobiliser les jeunes pour les envoyer à la guerre. Mais en fait, même si peut-être que demain la guerre en France ne sera pas aussi importante, aussi grande que la guerre en Ukraine, mais ce sera le même phénomène. Ce sera pour envoyer les jeunes se faire tuer. Je dois dire que à cause de l'armée, j'ai tout perdu. À cause de l'armée, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu mon travail, j'ai presque perdu mon épouse, mais je suis néanmoins convaincu d'avoir fait le bon choix. Et c'est ça que je voulais dire. Il ne faut pas participer au massacre. May I ask you a question? Alors, je vais poser une question. J'ai vu, tu as participé à une soirée de soutien aux déserteurs à Paris au mois de janvier, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et à ce moment-là, tu avais aussi eu un mot pour les déserteurs ukrainiens. Quel est ton sentiment par rapport aux Ukrainiens qui aussi font le choix de ne pas aller se battre? Qu'est-ce que tu en penses? I think they have a much difficult situation because they have. Oui, je pense que pour les déserteurs ukrainiens, la situation est peut-être encore plus difficile que pour nous, les déserteurs russes, dans le sens où ils ont encore moins de choix. Lorsque, en tant que Russe, on va dans les pays européens, on déserte dans les pays européens, on est plus ou moins accueillis, alors que quand c'est des Ukrainiens, ils doivent se battre. Les pays d'accueil leur disent de retourner en Ukraine se battre. Donc ils sont obligés d'être encore plus clandestins que nous. C'est pour ça il faut qu'on change ça. Il faut aussi qu'on les soutienne, il faut qu'on change ça. Thank you. So, peut-être je peux présenter Olga Taratuta, ou à moins si vous avez des questions, enfin je ne veux pas non plus...
Donc, bonsoir, merci de votre accueil. Donc, l'initiative de solidarité Olga Taratuta, on est un petit groupe d'individus. On s'est créé exactement le 23 février 2022, c'est-à-dire le lendemain de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Pour commencer le débat, pour que les choses soient extrêmement claires, pour nous, il n'y a aucun doute que c'est la Fédération de Russie qui a envahi l'Ukraine. Voilà. Il faut que les choses soient très carrées, très claires. Alors on dit bien la Fédération de Russie, hein, pas la Russie. C'est-à-dire que la Fédération de Russie, c'est le gouvernement de Poutine. On essaye de bien faire la différence entre les deux. Et donc, en fait, la plupart d'entre nous, on est déjà des militants anarchistes de longue date. On a déjà une certaine expérience dans des situations de guerre. Lorsqu'il y a eu la guerre en Yougoslavie, on avait accueilli des déserteurs serbes et des déserteurs croates. Lorsqu'il y a eu le génocide au Tigré en Éthiopie en 2020, on avait travaillé avec des anarchistes originaires d'Éthiopie pour lancer une campagne d'incitation à la désertion dans l'armée éthiopienne. Voilà, donc, et puis par ailleurs, avant la guerre, à grande échelle, on était en contact avec un groupe anarchiste ukrainien qui s'appelle Drapeau Noir, Tchorny Stiag en ukrainien, et parce qu'en fait il y avait des grèves d'infirmiers, nous on a des copains qui sont infirmiers, donc on avait essayé de faire un lien entre les grèves d'infirmiers là-bas et ici, donc on était un peu en contact avec ce groupe, et une semaine avant la guerre, le déclenchement de la guerre, Tchorny Stiag avait fait un communiqué pour dire, tiens c'est surprenant, tous les oligarques ukrainiens ont mis leur famille à l'abri à l'étranger. C'est-à-dire qu'une semaine avant l'invasion, on sentait que quelque chose allait se passer. Et d'ailleurs, après la guerre, après le déclenchement de la guerre, Zelensky a dit oui, on avait été informé par les services secrets que la guerre allait débuter, mais on n'a pas voulu informer la population pour ne pas la paniquer. Ça veut dire que les oligarques avaient le droit d'informer, de mettre leur famille à l'abri. Par contre, les gens ordinaires, eux, il fallait qu'ils restent et qu'ils soient en première ligne et qu'ils crèvent. Voilà, bon. Et donc, on s'était un peu mis en alerte. Quand on avait vu ce texte, on s'est dit là, il se passe quelque chose. Et donc, dès qu'il y a eu l'invasion, en plus, on est aussi en contact avec des copains en Russie, à Moscou, le groupe, la section de l'AIT à Moscou, qui s'appelle la CRAS. Voilà, donc tout de suite, on a basculé dans le mode soutien. Les copains de Moscou participaient aux manifestations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, il y avait des manifestations de rue contre la guerre, etc., auxquelles participaient les copains. D'ailleurs, c'est nos amis que vous voyez sur la couverture de l'OTA. Voilà, c'est les gens de l'AIT là, qui sont avec la banderole Niet Vojny, non à la guerre. Donc ça, c'est une photo qui a été prise à Moscou dans les tout premiers jours de la guerre, au moment où les rassemblements étaient encore autorisés. Donc il y a marqué non à la guerre dessus. Et voilà, donc on s'est dit on va créer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a la guerre ? On n'est pas nombreux, on n'a pas beaucoup de ressources, on n'a pas beaucoup de moyens. Mais ce qu'on peut faire, c'est relayer l'information sur les gens qui s'opposent à la guerre là-bas, qu'ils soient en Russie ou qu'ils soient en Ukraine. Et puis accueillir des déserteurs, accueillir des réfugiés, ça c'est dans nos possibilités. Et donc on a créé cette initiative qui se veut une initiative ouverte, même si nous on se dit anarchiste, on dit voilà, c'est pour tous les gens qui refusent la guerre, qui refusent d'adopter un parti pris nationaliste dans un sens ou dans l'autre, et voilà, et pour essayer de faire ce qu'on peut avec nos petits moyens. Pour nous aussi, l'intérêt aussi de mettre en place l'initiative Olga Taratuta, c'était donc diffuser de l'information, accueillir des déserteurs, mais c'est aussi susciter du débat ici, maintenant, par rapport à la guerre. Personne ne peut dire ce qu'il fera si demain il y avait la guerre en France. On ne peut pas présager de quelle position, de ce qu'on fera. On ne peut pas. Mais on pense quand même que c'est important d'y réfléchir et d'en discuter collectivement avant, de façon à essayer autant que se peut je ne sais pas si on peut s'y préparer, mais au moins d'essayer d'y avoir réfléchi un peu avant. Donc c'est pas que de l'humanitaire qu'on fait. On fait ça aussi pour nous, pour essayer de réfléchir collectivement ce qu'on peut faire. Et donc assez rapidement, on a accueilli des réfugiés ukrainiens dans un premier temps, puisqu'on est à Paris, mais on a un petit réseau avec des copains qui sont en province, des copains qui sont à Rennes, des copains qui sont dans le sud-ouest, etc. Donc à Paris, il y a eu un afflux de réfugiés ukrainiens dans un premier temps. Donc on a aidé quelques réfugiés ukrainiennes en l'occurrence. Situation assez difficile.
des femmes qui venaient de l'est de l'Ukraine, de Kharkov, et donc qui avaient été bombardées dans les toutes premières semaines de la guerre, et donc qui étaient en colère parce qu'elles disent Poutine dit qu'il vient libérer les russophones, nous on est russophones, il se trouve que ces femmes étaient russophones, et en attendant il nous a bombardés, donc c'est un mensonge quand il dit qu'il vient libérer les russophones. Et en fait ces femmes après avaient été à Kiev pour essayer de demander de l'appui, de l'aide des autorités officielles quoi, en tant que réfugiés, et là elles se sont fait repousser, les institutions d'aide aux réfugiés leur ont dit vous reviendrez quand vous parlerez ukrainien quoi. Et donc elles se sont senties abandonnées. Elles ont dit mais finalement Poutine nous bombarde, les autorités ukrainiennes nous rejettent, personne ne veut de nous quoi. Et donc elles se sont retrouvées en France, mais elles ne parlaient pas la langue, elles connaissaient personne, enfin elles étaient en état de choc. Et donc on les a aidées un peu à se stabiliser, à trouver un abri, les papiers, etc. etc. Et donc ça a permis un peu, voilà, autant faire se peut, de les aider. Après, elles sont retournées en Ukraine à un moment où le front est reparti de Kharkov. Puis en fait, comme de nouveau la guerre est revenue, après elles sont revenues en France. Et là, aujourd'hui, elles sont durablement en France parce qu'elles pensent qu'il n'y a plus de futur pour elles en Ukraine, quoi. Ensuite, on a accueilli un certain nombre de... Alors, ce n'est pas des déserteurs au sens propre de Russie, ce n'était pas des déserteurs au sens propre. Nous, les gens qu'on a recueillis, c'était des esquiveurs. C'est-à-dire c'était des jeunes qui avaient reçu l'ordre de mobilisation, mais qui se sont enfuis. Donc, dans le vocabulaire russe, on appelle ça des esquiveurs, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas des militaires en tant que tels. Alors au début de la guerre, c'était quand même très très spécial parce qu'officiellement, dans les toutes premières semaines, premiers mois de la guerre, la France n'était pas en conflit avec la Russie. Officiellement, elle n'est toujours pas. Et donc à ce moment-là, les Russes pouvaient venir en France avec un visa. Enfin, c'était complètement hypocrite, mais et donc il se trouve que il y avait ces jeunes qui certains avaient un visa ou ont réussi à se faire un visa avec des stratagèmes, et donc ils sont indirectement passant par l'Ouzbékistan, la Turquie, etc. Ils sont atterris en France, et c'est là où en fait on est rentré en contact avec eux. Alors en fait de la France ils étaient allés en Allemagne parce que l'Allemagne avait annoncé à ce moment-là sur les réseaux sociaux notamment qu'ils accueillaient les déserteurs russes. Et donc, il y a un certain nombre de déserteurs qui ont été là-bas. Il y a une association allemande de soutien aux déserteurs russes qui est assez forte, qui s'appelle Connexion, avec qui on est en lien. Et en fait, il s'est avéré que c'était de l'affichage, quoi. Les autorités allemandes n'ont jamais eu l'intention d'accueillir les déserteurs russes, c'est pas vrai. Et donc, ces jeunes, comme ils avaient un visa français, ils avaient réussi à obtenir un visa français, mais qu'après ils avaient été en Allemagne, les autorités allemandes, au nom des procédés Dublin, je ne sais pas si vous connaissez la procédure Dublin, qui dit que vous devez déposer l'asile dans le pays où vous avez le visa, en fait se faisaient refouler en France. Et c'est là où nous, on les a accueillis. Donc les cas des déserteurs, enfin des esquiveurs russes qu'on a eu à traiter, c'était relativement simple, paradoxalement. Bon, d'abord, ce n'étaient pas des militaires. Donc, pour les autorités françaises, c'est plus facile. Dans le passé, il y avait eu des cas de déserteurs syriens qui avaient eu l'asile politique en France. Et c'était avéré après coup qu'en fait, ce n'étaient pas des déserteurs syriens, c'était des anciens militaires syriens tortionnaires et qui, quand ils avaient senti le vent tourner, étaient venus se planquer en France. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement français, pour donner l'asile à des déserteurs, des soldats, ils sont très méfiants. Quand c'est des esquiveurs, quand c'est des jeunes, c'est un peu plus simple. Et en plus, les cas qu'on a eu les jeunes qu'on a eu à accueillir, il y en a un par exemple, son père était ukrainien, sa mère était russe. Lui en plus, il était homosexuel, donc il avait reçu des menaces de mort explicites à l'université et puis ensuite au travail. Et il savait très bien que s'il répondait à l'ordre de mobilisation, c'était directement au front et qu'il allait tenir 2 jours et après il serait mort, quoi. Donc on n'a pas eu tellement de difficultés à obtenir les papiers pour lui. Puis d'autres copains, voilà, ça n'a pas été trop compliqué. Après, on a été en contact avec des déserteurs esquiveurs ukrainiens, où là, par contre, paradoxalement, on a eu plus de difficultés pour l'accompagnement pour les papiers. Par contre, les Ukrainiens déposent des dossiers, enfin, des Ukrainiens hommes, pas femmes, parce que l'armée, ils sont assez genrés quand même. Enfin, les services de l'OFPRA, ils sont assez genrés. Donc,
pour les jeunes hommes, voilà, la consigne des autorités françaises, c'est de dire vous n'avez rien à faire ici, vous devez retourner vous battre pour votre pays, allez donc là-bas. Et voilà. Et en plus, la communauté ukrainienne en France, très souvent, ils sont en appui à la guerre, enfin au gouvernement ukrainien. Ils ne sont pas en appui à la guerre parce que la guerre, c'est la Fédération russe qui a fait, mais ils sont en appui au gouvernement ukrainien. Donc les associations ukrainiennes en France ne voient pas d'un bon œil les esquiveurs ou les déserteurs. Donc ils ne peuvent pas bénéficier de soutien de leur communauté, alors qu'avec les Russes, des fois, c'est plus simple. Et donc on a eu plus de difficultés avec les copains ukrainiens. Donc ce qu'on fait en fait, c'est que on reçoit donc par différents canaux, on reçoit donc des demandes de soutien, d'accueil de déserteurs, qu'ils soient russes ou ukrainiens. Et en fait, on a des compagnons, des compagnes, un petit réseau en province où les gens accueillent les déserteurs et les hébergent le temps qu'il faut pour leur permettre d'avoir les papiers, pour leur permettre d'apprendre un peu le français et puis de trouver un travail. L'idée étant que les gens deviennent autonomes. Hein. L'idée, c'est pas de les garder sous cloche, hein. C'est qu'ensuite ils puissent voler de leurs propres ailes. Et une des plus belles histoires qu'on a, c'est l'histoire de quand il était en centre de rétention en Allemagne. Alors là aussi, c'était intéressant parce qu'ils ont été dans les centres de rétention en Allemagne avant d'être expulsés en France, ces gens-là. Et là, ils ont vu le racisme des centres de rétention. C'est-à-dire qu'eux, en tant qu'Européens, étaient relativement bien traités, entre guillemets, par le personnel du centre de rétention, alors que les autres réfugiés, qui étaient d'origine souvent africaine ou asiatique, étaient en but au racisme, quoi. Et donc, ils se sont sentis solidaires. Et donc ça, c'était intéressant parce que ce que je dois dire, les gens qu'on soutient, on ne les soutient pas sur des motifs idéologiques. On ne leur demande pas d'être anarchistes, les gens qu'on soutient. Il suffit qu'ils aient quitté le pays, quoi. Et donc les gens qu'on soutient, au départ, ce n'étaient pas forcément des gens progressistes ou de gauche, quoi. Et le fait d'avoir vécu dans les CRA, d'avoir été en but, d'avoir vu le racisme, etc., leur a fait changer un certain nombre d'opinions qu'ils pouvaient avoir. Et donc un des copains russes dans le CRA en Allemagne, il a rencontré une jeune ukrainienne qui était aussi dans le CRA. Et donc on a réussi, donc le copain russe a été envoyé en France, et on a réussi à faire sortir la copine ukrainienne du CRA allemand, qui l'a rejoint en France, et maintenant voilà, ils vivent ensemble. Donc l'amour transcende la guerre. C'est très beau. Et c'est pas que dans les films, hein. C'est vrai. Donc voilà, donc ça c'est... Alors on est très contents. Voilà. Alors une autre histoire intéressante parmi les choses qu'on a faites depuis 4 ans, à Paris, il y avait une entreprise de location de vélos pour les touristes qui s'appelait Foxbike. Alors c'est une entreprise qui avait été créée par un patron russe et par un patron ukrainien. Comme quoi, quand il s'agit de faire du business, ils savent se mettre d'accord. Et donc, comme le patron russe et le patron ukrainien, ils s'étaient adressés à des réfugiés russes et ukrainiens à Paris en leur disant venez bosser pour nous, on a besoin de mécanos pour nos vélos, on a besoin de guides interprètes pour accompagner les touristes dans nos circuits touristiques à vélo dans Paris. On vous embauche, allez, on se comprend, on est russe, on est ukrainien, voilà. Et et comme ces jeunes réfugiés, ils avaient besoin d'argent, ils ont dit oui. Bien sûr, tout ça était au black. Alors la location de vélos touristiques, ça marche bien l'été, ça marche moins bien l'automne et ça marche plus du tout l'hiver. Donc dès que ça a été l'automne, le patron leur a dit écoutez, j'ai plus de clients, donc bye bye, je ferme la boîte. Et là, les travailleurs ont dit non, on va pas se laisser faire. Et donc ils ont occupé la boîte. Et ils ont mis la main sur le trésor de guerre il y avait une centaine de vélos. Hein. Ouais. Donc la boîte, le local était grand comme le local ici. Donc vous imaginez la moitié, c'était rempli de vélos. Et donc ils dormaient sur place, ils l'occupaient. Et donc c'était vraiment très enthousiammant de voir des Russes, des Ukrainiens ensemble qui luttaient contre leur patron, quoi. Et donc on a eu l'info d'ailleurs par des copains de Moscou qui nous ont donné l'info. C'est complètement... Alors que c'était à Paris, quoi, c'était à côté de chez nous. Et donc voilà, on leur apportait un peu de soutien, un peu de solidarité. Et ça c'était plutôt pas mal.
Et là aussi, c'est enthousiasmant parce que souvent, on entend dire que bon, les idées internationalistes, les idées de fraternisation, etc., c'est bien gentil, mais tout ça, c'est dans les livres et c'est de la théorie. Bah là, voilà, on avait un exemple concret. Alors, bien sûr, c'est un exemple microscopique, hein, c'est pas... mais c'est la preuve que c'est possible. Et ça, c'est plutôt chouette. Et alors... Quand on était en contact avec les gens, les grévistes de Foxbike, on était déjà en contact avec un groupe en Ukraine qui s'appelle Assembleia. Donc, il y a un groupe qui aide la population civile à résister aux conséquences de la guerre et puis qui aide aussi. Donc, Assembleia, leur position, c'est de dire si les gens veulent partir, ne pas faire la guerre, ils doivent être libres de ne pas la faire. Voilà. Donc on était en contact avec eux. Et Assembleia nous dit, mais on voit qu'il y a un mouvement en Occident de solidarité avec les déserteurs russes. Il n'y a pas le même mouvement de solidarité avec les Ukrainiens qui refusent d'aller à la guerre. Ce serait bien qu'il y ait des choses qui soient organisées en Occident. Et donc on en a parlé aux grévistes de Foxbike et qu'on dit oui, effectivement. Et donc on a décidé d'organiser un petit rassemblement en soutien à tous les déserteurs, aussi bien russes que ukrainiens. Alors là, le problème, c'est quand la politique s'en mêle. Parce que dans le soutien à les partis politiques. Ouais, les partis politiques, oui, tu as raison. Parce qu'en fait, dans le soutien aux grévistes de Foxbike, il y avait aussi des gens de la LFI, pour ne pas les nommer, et du Parti des travailleurs, enfin voilà. Et donc, eux, ils étaient d'accord d'organiser un rassemblement de soutien aux déserteurs russes. Ils étaient beaucoup moins d'accord d'organiser un rassemblement de soutien aux déserteurs ukrainiens, quoi. Et donc finalement, en fait, il y a eu 2 rassemblements qui ont été organisés. Un rassemblement place de la République pour les déserteurs russes, et puis après un autre rassemblement devant l'ambassade d'Ukraine pour les déserteurs ukrainiens, où là on était beaucoup moins nombreux. Mais par contre, ce qui est significatif, c'est que les travailleurs russes et les travailleurs ukrainiens de Foxbike ont participé aux 2 rassemblements. Voilà. Alors que finalement, c'est les militants politiques français qui tous se déclarent Alors c'est marrant parce que il y a des trotskistes qui sont venus au meeting, au truc pour les Russes, et d'autres trotskistes d'une autre secte qui sont venus au truc pour les Ukrainiens, quoi. Mais ils sont tous internationalistes, hein. Attention, mais ils ont choisi leur camp quand même. Voilà. Là aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Alors, on fait un petit bulletin qu'on essaye de sortir de temps en temps. On a un petit site internet. On remercie les compagnons d'Oukanikos pour les traductions parce que je pense qu'on va vous les collectiviser. Ça va être très très bien. Et ça, c'est super chouette. Et voilà. Et donc là, en ce moment, de nouveau, il y a eu un peu une période de creux. On avait moins de contacts avec des nouveaux déserteurs. Et puis là, on a de nouveau une vague de déserteurs russes et ukrainiens qui s'adressent à nous. Donc, voilà, si ça vous dit de participer, on pourra en discuter après, mais welcome, quoi. Voilà. Et du coup, comment étaient perçues justement les positions du défaitisme révolutionnaire avec les Ukrainiens et les Russes que vous avez pu capter ? Est-ce que c'était une position qui touchait les gens ou qui leur parlait ou pas du tout, même si je comprends le taf de faire de l'accueil des déserteurs et faire de la solidarité de classe de vous. Genre, est-ce que vous en discutiez ? Est-ce que ça discutait de ces questions-là ou pas ? Bon, d'abord, nous, en tant qu'Olga Taratuta, on n'utilise pas le terme défaitisme révolutionnaire parce qu'on pense que c'est un terme que les gens ne comprennent pas. Nous, on se dit victoriste. Voilà. Parce qu'on est pour la victoire de nos idées, on est pour la révolution sociale, la victoire de la révolution sociale, et on est pour la défaite de tous les États belligérants, qu'ils soient russes, ukrainiens, français, américains, chinois. Voilà. Voilà, donc nous, on est victoristes. Donc on n'utilise pas le terme défaitiste. Mais après, oui, on a discuté avec les gens. Mais même si on demande, quand on accueille des déserteurs, on ne leur fait pas passer un test idéologique. On ne leur demande pas est-ce que vous êtes un art ou pas. Mais par contre, il est clair quand même qu'il faut quand même qu'ils soient un peu contre la guerre, quoi. C'est le minimum. Par exemple, on a eu récemment une réunion un peu comme celle-ci à Bruxelles, où on a rencontré des Ukrainiens réfugiés à Bruxelles, où il y en a un qui nous a dit moi je suis en Belgique parce que j'ai pas le courage d'aller au front,
mais j'ai le respect pour ceux qui se battent pour moi et qui meurent pour moi sur le front. Bon. Alors nous, on lui a dit qu'on était solidaires de tous les gens qui partaient, même lui, mais qu'on trouvait que c'était pas très cohérent, quoi. Voilà. Et bon. Après, par exemple, les copains russes avec qui on discute, eux... d'ailleurs, c'est une question qui leur est posée aussi par l'OFPRA lors de l'entretien pour avoir le statut de réfugié. Il leur demande, mais est-ce que vous êtes prêts à mourir pourquoi vous n'êtes pas là-bas pour défendre votre pays, tout ça. Et ils répondent, c'est pas notre guerre, c'est pas notre pays. Voilà, on veut pas mourir pour l'intérêt des gens puissants, quoi. Après, ils n'appellent pas ça forcément du défaitisme, c'est peut-être le niveau basique de la réflexion, mais voilà. Après, les gens qu'on aide, encore une fois, le fait d'être déserteur, c'est pas être révolutionnaire. Hein. Tous les déserteurs sont pas forcément révolutionnaires, et c'est pas parce que tu es déserteur que tu vas devenir révolutionnaire. Mais c'est quand même un premier refus. D'ailleurs, you said that in Paris at the meeting. You said the first step is to say no. Yeah. Et si le premier pas, c'est de dire non. Et c'est vrai que dans toute position révolutionnaire, si tu commences pas déjà par dire non, si tu fais pas c'est pas suffisant, mais il faut quand même commencer par ce premier pas, quoi. Et là, on a quand même affaire à des gens qui disent non, ils perdent tout. Ils perdent leur famille, ils perdent leurs liens amicaux, parce qu'ils savent qu'ils ne retourneront pas en Russie ou en Ukraine. Voilà. Donc, ça permet ça ouvre peut-être des possibilités. Yes, the first step is obviously no. When they tell you that Ukrainian is the bad country, Ukraine is the bad country. Ukrainians wants to destroy our country. They hate us, and they try to make. Quand ils essayent de vous dire que les Ukrainiens sont vos ennemis, que les Ukrainiens qui parlent russe sont vos ennemis, qu'il faut les tuer, etc., la première des choses à faire, c'est de dire non, je ne vous crois pas. But a lot of people believe in this. They said yes. Il y a un travail de préparation psychologique. Même avant la guerre, il y a un discours pour essayer de créer l'ennemi. Ensuite, il commence donc les gens vont adhérer à ce discours, ils vont dire oui, c'est vrai. Ensuite, quand le pouvoir commence à militariser les gens, donc pour préparer la guerre, les gens continuent à dire oui, on vous croit, etc. Et finalement, tout ça fait que quand la guerre éclate, les gens sont prêts, quoi. Et même si c'est pas forcément pour des raisons patriotiques, mais c'est juste just because they obey, in fact, juste par obéissance, quoi. Et donc, dit la meilleure façon de prévenir la guerre, c'est déjà d'apprendre aux gens, enfin, je sais pas si on peut dire apprendre aux gens, mais la meilleure façon de prévenir la guerre, c'est de dire non. Même pendant la paix, quoi, de ne pas croire son gouvernement. Alors, je ne sais pas si ça a répondu à la question, mais... J'imagine que c'est des discussions politiques qui se créent en fait, entre les gens qui se rencontrent, de pourquoi est-ce que les gens ont refusé la guerre, quel est le rapport à ça. Enfin, l'exemple que vous avez donné sur les travailleurs ukrainiens et russes qui se sont organisés ensemble contre leur patron, pour critiquer leur rapport à l'exploitation, etc. Il est aussi parlant de ce que ça a créé en fait. Oui. Les rapports de salaire. Mais effectivement, ça peut créer des liens politiques, c'est des discussions politiques. Mais là, ce qui a été vraiment significatif avec la grève à Foxbike, c'est qu'en fait, c'était un collectif. Et c'est vrai que nous, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'on reçoit des individus qui ne sont pas forcément regroupés ensemble pour différentes raisons, à la fois des raisons de sécurité, des raisons logistiques, etc. Et effectivement, la difficulté, c'est ça, c'est comment créer du collectif, y compris entre les gens qui sont en situation de désertion, quoi. Совсем усуп, он разложился на плесени, на липовый мед, а перестройка все идет по плану, и вся грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану.
все идет по плану. О моей судьбе захотелось на покое. Обещал ей не участвовать в военной игре, но на фуражке на моей серп молот и звезда, как это трогательно. Серп молот и звезда, лихой фонарь. Ожидания мотаются, и все идет по плану. Все идет по плану. А моей женой накормили толпу, мировым кулаком растоптали ей грудь, всенародной свободы растерзали ей плоть. Так закопайте ж ее во Христе, ведь все идет по плану. Все идет по плану. C'est quoi la position un peu des gens au quotidien par rapport à la guerre, et s'il a envie d'en parler un peu de comment ça s'est passé l'intégration dans l'armée, genre comment il a été mobilisé, etc. Well, that's a really good question. You need to understand that in most parts of the Russia, people don't talk about war at all, almost. They can talk about some news from the war, but overall, you don't speak about this at work, you don't speak about this at home, you don't speak about this with your friends. When the war started, yes, you talk about this because it's something new. And it's really big news in your country. But when the time comes, people just get used to it. War is happening, it's not part of our lives. We live in Moscow, for La example. plupart des gens en Russie, en fait, ne parlent pas de la guerre. Ils n'en parlent pas à la maison, ils n'en parlent pas au travail, ils n'en parlent pas avec les amis. Au tout début de la guerre, comme c'était nouveau, oui, ils en parlaient. Mais maintenant, ils n'en parlent plus parce que, en fait, les gens, avec le temps, les gens se sont habitués finalement. En plus, il dit bon, moi, je suis de Moscou. À Moscou, il n'y a pas de bombes, il n'y a pas vraiment de drones. Bon, de temps en temps, mais bon, c'est pas tous les jours, quoi. Donc, pour la plupart des gens à Moscou, en tout cas, la guerre, c'est quelque chose qui se passe quelque part, assez loin. C'est pas une partie de ta vie quotidienne, donc en fait, les gens s'en foutent un peu, quoi. Ensuite, voilà, donc quand la question aussi c'était, mais alors si jamais il y a quelqu'un de ta famille qui est mort, qu'est-ce que tu dis aux autres? Il dit bah si quelqu'un de ta famille est mort, tu vas dire à tes voisins, à tes amis qu'en fait il est mort en héros, que c'est un héros. Mais qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Parce que si tu vas dire la vérité, tu vas dire quoi? Tu vas dire qu'il est mort parce qu'il voulait pas aller en prison. Tu vas dire qu'il est mort parce que il s'est engagé, parce qu'il voulait pas payer. Il était endetté, il voulait pas payer ses dettes. C'est pas possible de dire la vérité. Donc en fait, tu vas dire qu'il est mort en héros, même si c'est complètement faux. Et voilà. Donc, par contre, quand on est dans l'armée, quand on est au front, tout le monde pose la question aux autres, mais au fait, pourquoi toi tu es là? Pourquoi tu es venu à la guerre? Et il dit, à l'armée, tous les gens me répondaient, ben moi je suis là parce que j'avais des problèmes d'argent, la paye est bonne à l'armée, donc ça me permet de me faire un peu d'argent. Ou alors les gens me répondaient moi je suis là parce que j'avais des problèmes j'étais un trafiquant de drogue, je voulais pas aller en prison, je me suis fait choper et le fait de venir ici me permet d'éviter la prison. Voilà. Dans l'armée il n'y a pas de faux semblants. Voilà. Les gens se disent la vérité. Et il dit, et même les officiers en fait subalternes sont comme ça, quoi. Même eux ils sont pas du tout là pour des raisons patriotiques, etc. Ils sont là uniquement pour des raisons bassement matérielles. Peut-être qu'en Ukraine et encore, ils ont plus de raisons de se battre par rapport à leur pays, mais en tout cas côté russe, c'est vraiment pas la question. De toute façon, quel honneur il y a à mourir. Il a dit, j'ai vu les cas de centaines de jeunes qui sont morts bombardés par des drones qui valent moins de 100 €. C'est juste dramatique, quoi. C'est pathétique quand il pense, quoi. Voilà, donc les gens vivent dans le déni, quoi. Alors après, le
le compagnon a posé la question, mais on entend dire qu'il y a 1 million de pertes, que ce soit des blessés ou des morts. Est-ce qu'il y a une réaction dans la population, par exemple? Est-ce qu'il y a un mouvement des mères de soldats ou des femmes de soldats par rapport à ces morts et à ces blessés? C'est vrai, là je fais une parenthèse, par exemple quand il y avait la guerre en Tchétchénie dans les années 90, il y avait des mouvements de mères et de femmes de soldats qui étaient très forts, justement, qui posaient ces questions: où sont les blessés? Et il dit non, mais là aujourd'hui la propagande est très très forte aujourd'hui en Russie. Tu vois pas d'image de la guerre à la télé, on n'en parle pas de la guerre à la télé. Tout le monde ignore en fait ce qui se passe. Il dit pourtant oui, il y a des morts. Il dit moi j'étais sur une zone du front qui était relativement calme. Il y avait que 9 morts par jour. Il dit dans les zones où aujourd'hui c'est le plus violent, à Bakhmout par exemple, tu as 100 morts par jour, à Donetsk tu as au moins 100 morts par jour, des jeunes qui meurent pour aucune raison, pour quelques mètres de terre, enfin ça n'a aucun sens. Mais ça, personne n'en parle à la télé, donc voilà, les gens ne se mobilisent pas pour ça. Et après, il dit qu'il faut aussi savoir que normalement, l'armée te dit que si jamais tu meurs au front, tu pourras recevoir une forme d'assurance, une forme d'aide financière de l'État. Mais en fait, c'est pas vrai. Tout le monde ne reçoit pas, même quand ils sont morts, les familles ne reçoivent pas nécessairement l'aide de l'État. En fait, il suffit que l'armée te déclare missed in action, ça veut dire disparu en action. Enfin. Donc t'es pas officiellement mort, quoi. On ne sait pas quel est ton statut. En fait, il laisse le cadavre étendu dans la boue. L'armée ne s'emmerde pas à aller chercher ton corps là où il est pour le ramener aux familles, et comme ça leur permet de ne pas payer l'aide aux familles, quoi. En fait, sa conclusion, c'est en Russie, les gens vivent dans l'illusion, dans le déni. And I wanted to add that you can listen to this and might think that every Russian soldier is a drug dealer or just poor person, so why we should help them to escape this war. But situation in Russia is just awful. Bon, quand vous m'écoutez, vous allez vous dire, mais finalement, les soldats russes, c'est tous des trafiquants de drogue. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait aider ces gens-là à quitter l'armée, quoi? Alors, il dit en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est surtout des gens pauvres dans l'armée. C'est surtout des gens pauvres. Parce qu'en Russie, vous pouvez aller en prison pour rien. Pour rien. Il a vu l'exemple aussi de gens qui étaient âgés dans l'armée, des gens qui avaient plus de 60 ans. Et il leur demandait, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place, quoi. T'as pas, physiquement, tu peux pas, t'as pas les capacités. Et ces gens-là lui répondaient, de toute façon, je sais que je vais bientôt perdre ma vie. Je sais que je vais être tué. Et je suis venu pour que, à ma mort, la famille puisse recevoir un petit pécule. Ce sera mon héritage. Donc les gens sont vraiment désespérés. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'en Russie, les prix sont très très élevés, les salaires sont faibles, les gens sont pauvres et beaucoup de gens ne savent pas quoi faire. Donc les options, elles sont assez faibles. Soit tu quittes la Russie, soit tu participes à la guerre. Et le gouvernement, lui, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il rend la vie des gens impossible. Comme ça, les gens n'ont pas d'autre choix que d'obéir ou que de suivre cette politique mortifère, quoi. Le gouvernement donc ment et les gens vivent dans l'illusion parce que voilà, sinon la réalité est trop difficile à supporter, quoi. Just add something. À propos du problème de la pauvreté et des salaires. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous on est en contact avec des compagnons anarchistes en Russie. Il reste assez peu d'anarchistes en Russie. La plupart des anarchistes russes ont fui la Russie à cause de la répression. Il en reste très très peu. Les anarchistes qui restent aujourd'hui en Russie sont tenus au silence, ou en tout cas à l'extrême discrétion. On est en contact avec la section russe de l'AIT, on est en contact avec le Anarchist Black Cross de Moscou aussi. Et alors une des choses que les compagnons en Russie essayent de faire quand même, ils essayent de soutenir les
les mouvements sociaux, les petites grèves qu'il y a quand même de temps en temps pour exiger une augmentation des salaires. Voilà. Aujourd'hui, la résistance qui peut s'exprimer par rapport au conditionnement du gouvernement, c'est une résistance par rapport justement dans les entreprises, au fait que les salaires sont faibles, voire pas payés. Parce qu'en Russie, mais c'est vrai aussi en Ukraine, du fait de la guerre, les patrons profitent de la situation pour dire aux salariés, la ramenez pas trop, sinon je casse le contrat de travail et vous allez aller au front, quoi. Ils utilisent cet argument pour faire pression sur les gens et souvent ils ne payent pas les gens, où il y a des arriérés de salaires très très longs, en faisant pression, et ça aussi bien en Russie qu'en Ukraine, hein, dans les deux cas, voilà, les patrons utilisent la situation pour faire pression sur les gens. Et donc voilà, donc les copains en Russie, le peu qu'ils peuvent faire, c'est ça, c'est apporter un peu de soutien, faire savoir déjà qu'il y a des grèves en Russie. Voilà. Mais c'est vrai que quand on parlait de la militarisation et de la répression, ça va très loin. En Russie, aujourd'hui, si vous allez manifester devant les monuments aux morts de la guerre patriotique avec une feuille blanche, c'est considéré comme un acte de résistance anti-Poutine. Et donc, c'est la prison, quoi. Il y a des gens qui ont été déclamés des poèmes devant la statue de Mayakovsky, le poète révolutionnaire russe. Ils ont été mis en tôle à cause de ça, quoi. Il y a des gens de Food Not Bomb à Irkoutsk, donc en Sibérie, qui ont organisé une petite table Food Not Bomb. Enfin, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Ils distribuaient de la soupe dans la rue. Allez hop, pareil, en tôle. Donc aujourd'hui, tout est prétexte pour faire taire les gens, pour empêcher tout regroupement, toute organisation même embryonnaire, quoi, collective. Tout est prétexte de la part du gouvernement pour les réprimer, quoi. Et ce qu'on dit là de la Russie, d'une certaine façon, c'est aussi vrai pour l'Ukraine. Voilà. Parce qu'en Ukraine aussi, il y a un mouvement avec un certain nombre de gens qui refusent d'être ce qu'ils appellent bussifiés. C'est-à-dire en Ukraine aussi, alors c'est même encore pire peut-être qu'en Russie, dans le sens où l'Ukraine est un plus petit pays, ils ont une population qui est plus faible. Il y a un tiers des Ukrainiens qui sont déjà barrés d'Ukraine, qui sont à l'étranger. Donc le réservoir de soldats est faible, enfin plus faible qu'en Russie. Et donc aujourd'hui, l'armée ukrainienne en est à rafler les gens dans la rue pour les envoyer au front. Donc ils attrapent les gens, ils les mettent dans des bus qui les emmènent sur la ligne de front. Donc c'est pour ça qu'on parle de bussification, mettre les gens dans les bus. Et donc les gens s'organisent. Au départ, c'est assez spontané. Les voisins, quand ils voient quelqu'un se faire embarquer comme ça dans la voiture de la police militaire, ils interviennent pour libérer les gens. Et puis après, il y a des réseaux qui sont organisés avec Telegram, etc., pour indiquer des routes pour passer, pour fuir l'Ukraine. Mais bon, là, pareil, le gouvernement essaye de casser ces mouvements collectifs de soutien à l'escapisme, de soutien à la fuite. Voilà. C'était justement l'objet de ma question. Du coup, peut-être on va éviter les redites, mais je voulais en savoir plus sur la situation économique en Russie et surtout essayer de comprendre à l'arrière comment les gens y vivaient. Est-ce que c'était des conditions d'austérité? Tu dis qu'il y a une hausse de l'inflation et voir si la situation elle pourrait évoluer ou alors comprendre comment la Russie arrive à faire tenir autant de gens avec cette espèce de chape de plomb sur la guerre, parce que forcément il y a la répression en temps de guerre, mais est-ce que c'est aussi le fait de redistribuer des richesses dans une certaine mesure et de pacifier la situation comme ça? Du coup, pour l'instant, la plupart des Russes ont encore intérêt à participer, à défendre cette guerre-là. Et je pose aussi cette question parce qu'en France, on parle beaucoup du fait que les enfants ils vont être envoyés à la guerre, tout ça, et pour l'instant, ça arrivera peut-être, mais c'est pas une réalité. C'est plutôt des mesures d'austérité qu'on vit. Et du coup, c'est pour essayer de comprendre dans les pays où il y a un front de guerre, est-ce qu'à l'arrière, la situation, elle peut changer? Est-ce qu'au bout d'un moment, il va y avoir des contradictions qui vont être trop fortes? Ou est-ce que pour l'instant, il n'y a aucune connexion entre les conditions de vie qui deviennent de plus en plus dures et le fait que ce soit la guerre qui amène ça, quoi?
think economical situation in Russia will decrease significantly in the couple of next years. Even now, we have one of the main construction companies who build a lot of houses in Russia. They ask financial help from the government because they can't keep up. Que dans les années qui viennent, l'économie russe devrait décroître significativement. Par exemple, actuellement, l'une des principales entreprises de construction de maisons, qui est une très grosse compagnie, a demandé de l'aide financière au gouvernement parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir économiquement et qu'ils vont être en banqueroute. Et ça, c'est un des pas que l'économie russe prend pour la ruine. Voilà. Après, ça, c'est au niveau macro. Après, au niveau micro, les gens ordinaires ne réfléchissent pas tellement à ça. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'école, on n'a pas de leçon d'économie, on n'a pas appris l'économie. Enfin, on n'a pas appris à réfléchir à ces choses-là. Et puis les gens sont pas très intéressés par la situation, ils font pas le lien, quoi. Et puis ensuite, pourquoi est-ce que les gens ne protestent pas ? D'abord, c'est pratiquement impossible aujourd'hui de protester en Russie du fait de la répression. Navalny, par exemple, a mis beaucoup de gens dans la rue. Et finalement, qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? Ces mouvements ont été détruits par la police, les gens ont été emprisonnés. Bon, Navalny, il est mort emprisonné. Donc, les gens voient bien que le fait de protester pacifiquement, ça n'amène nulle part. Voilà. Et donc, personne ne veut prendre cette voie-là parce que c'est une impasse, quoi. En fait, le gouvernement lutte contre toutes les tentatives de protestation. Et il le fait vraiment bien, il lutte vraiment bien. En fait, aujourd'hui en Russie, les gens vivent dans un brouillard de guerre, fog of war. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois pas plus loin que ton quotidien, tu vois pas plus loin que tu vis au jour le jour. T'as pas d'espoir pour le futur, tu peux rien prévoir. Voilà. Tu peux rien prévoir, t'as pas de monnaie, tu peux pas faire de plan pour les vacances, etc. En fait, le gouvernement fait tout pour que tu ne penses pas. Le gouvernement, il te met comme un train sur des rails. Et en fait, tu suis les rails que le gouvernement veut te mener et tu ne te poses pas de questions, quoi. Oui, moi, je voulais revenir sur la situation au front. Et je me demandais un peu c'était quoi en fait l'ambiance entre les soldats sur le front, le rapport qu'il y avait à tout ça. Est-ce qu'il y avait de la défiance envers les officiers ou pas ? Est-ce que les gens suivaient les ordres facilement ? Quel était un peu le taux de désertion entre guillemets ? Parce que moi j'ai pas beaucoup il y a très peu de retours sur le côté russe. Mais pour suivre un peu ce que publie Assembly côté ukrainien, il y a il y a à minima beaucoup de défiance, mais il y a des actes de désertion quotidiens sur tous les secteurs du front. En tout cas, c'est comme ça qu'il le relaie. Et dans la société, il y a beaucoup plus de défiance que ce qu'il décrit envers la mobilisation et les buts de guerre, etc. Et du coup, si vous pouvez qui est un peu, qu'est-ce que c'est, comment ça se passait sur le front, quoi. Well, the thoughts on the front line, the soldiers who stay there for a long time, they are really tired, especially mobilized ones. They stay there for a couple of years and they don't know anything about their life almost. If you talk to them, you just feel that they completely lost. They don't know what's going to happen next day. They live like that for 2 years, 3 years. And they don't want to be there. They just got involved in this by the government. Les soldats, surtout ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui ont été mobilisés depuis 2-3 ans, les soldats sont fatigués. Ils sont de toute façon complètement perdus.
Et à la rigueur, ils obéissent aux ordres parce qu'au moins, en obéissant aux ordres, ils savent ce qu'ils vont faire. Ça leur donne une sorte de perspective, quoi. Voilà. Ensuite, parler du business de la guerre, du business militaire. Il parlait du business des drones qu'il fallait acheter. Souvent, c'était des drones chinois, des drones du commerce, des drones civils qui étaient à moitié, même pas trafiqués, enfin bon, qui étaient de très mauvaise qualité, très mauvaise facture. Mais bon, voilà, il y a un business autour des drones. Il dit moi-même, lorsque j'ai été envoyé le polygone, c'est le centre d'entraînement, lorsque j'étais envoyé au polygone, l'instructeur m'a dit il faut absolument que tu achètes tout de suite ton équipement parce que c'est pas quand tu seras sur la ligne de front que tu pourras te procurer l'équipement. Donc il a fallu qu'il paye 300 €. 3000. Sorry. Donc il a dit, voilà, sur le polygone, j'ai dépensé 3000 € pour acheter mon équipement, le casque, le gilet pare-balles, l'uniforme, le kit médical. Et il dit en fait, après, je me suis rendu compte, une fois que j'étais au front, que même au front, de toute façon, tu peux te faire livrer, tu peux acheter de l'équipement et te faire livrer, et ça aurait été beaucoup moins cher, j'aurais payé que 800 €. Donc en fait, voilà, tout le monde veut gruger tout le monde cherche à tirer profit de tout le monde, chacun pour soi. Ensuite, il a raconté aussi le cas d'un jeune soldat qui avait 19 ans, qu'ils ont forcé à signer un contrat d'1 an. Théoriquement, lorsque tu fais ton service militaire en Russie, à la fin du service militaire, on te propose un contrat, mais tu n'es pas obligé de le signer. Tu es théoriquement libre de refuser de signer le contrat. Mais en fait, là, il a dit non, en fait, tu ne peux pas refuser. D'ailleurs, pour ça, nous, les gens qu'on aide, souvent, c'est ça, c'est qu'ils reçoivent le papier pour faire le service et ils savent très bien qu'à la fin du service, on va les forcer à faire le contrat. C'est pour ça qu'ils partent avant de faire le service. Donc, il était opérateur de drone et bon, il a compris ce qui se passait et quand il m'a demandé, il m'a dit qu'il voulait s'échapper, il m'avait demandé de l'aide, etc. Et finalement, il est parti en permission. Et il s'est caché en permission, mais il s'est caché en Russie. Il était en Russie caché. Et finalement, l'armée a fini par le rattraper. Et 2 jours après que l'armée l'ait rattrapé, ils l'ont emmené au front. Et l'armée l'a assassiné sur le front. Ils ont caché son corps. Et puis ils disent voilà, il est miste, il est manquant, enfin voilà. Mais il dit c'est l'armée russe qui l'a tué, quoi. Voilà. Mais comme c'est sur le front, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, personne n'ira leur poser des questions et voilà, quoi. Donc voilà comment ça se passe. Et juste pour ce que je voulais dire sur l'histoire de l'équipement, just to mention about the equipment you said, c'est aussi quelque chose qu'on observe du côté ukrainien. C'est-à-dire que, par exemple, au tout début de la guerre, les copains du secteur de la santé, il y avait les copains d'Assembléa aussi qui participaient à ça, qui organisaient des ambulances pour aller récupérer les civils qui étaient blessés, parce qu'en fait, les ambulances militaires n'allaient chercher que les soldats, ils ne s'occupaient pas des civils. Et Assembléa avait dit mais nous, on est là pour s'occuper des... On fait de la résistance, mais pour les civils, quoi, pas avec l'armée, quoi. Et en fait, il s'était avéré que les services de sécurité civile, d'ambulanciers, etc., l'État ukrainien leur avait donné l'État ukrainien avait passé un contrat avec un fournisseur de gilets pare-balles. Et il s'avère que les gilets pare-balles qu'ils fournissaient aux ambulanciers, c'était des trucs en carton. Et donc, les gens étaient obligés, y compris les soldats, quoi, soit d'acheter eux-mêmes leur matériel, soit de faire eux-mêmes, de bricoler eux-mêmes leur matériel, parce qu'en fait, tu avais des entreprises corrompues qui prenaient l'argent pour le matériel de protection, en fait, et qui le détournaient, quoi. Donc, c'est cette question du business de l'équipement militaire, on voit qu'il est des deux côtés, quoi. And for example, when the Russian army gonna give you protection, casque and body protection, but when we got our protection, they just dumped. Ouais, il dit l'armée russe aussi te donne des protections quand tu t'engages. Ils te donnent des casques, ils te donnent des gilets pare-balles. Les casques, c'est des casques de la Seconde Guerre mondiale, bon voilà. Et les gilets pare-balles, c'est des gilets pare-balles qui sont pleins de sang avec des trous de balles dedans, quoi. Donc t'as pas vraiment confiance dans leur efficacité, quoi. C'est pour ça aussi que ça t'incite à acheter du matériel à côté, quoi. Du coup, au-delà de la question de la corruption et d'un certain nombre de personnes qui essaient de faire du profit,
il y a, j'imagine, en Russie aussi une économie qui s'est tournée de manière très radicale sur la question de la guerre, du coup une économie de guerre, une industrie de guerre. Et est-ce que du coup tu serais capable de nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'en Russie il y a eu une transformation de l'économie russe vers la guerre et qu'est-ce que ça a pu impacter du coup chez les gens à la fois du coup j'imagine d'une certaine manière ça a dû les impliquer dans l'entreprise de guerre et du coup dans une certaine forme de patriotisme et ou sinon comment est-ce qu'il y a des secteurs qui ont dû disparaître, comment ça a été restructuré et comment est-ce que les gens arrivent à vivre avec ce nouveau système économique. Well, if we look at the war economy in any country, it's just needed focus for the war, of course. You need more bullets, you need more shells, you need more equipment for the war. So you need more factories to do that. And with that, economy show a little grow because there is a lot of money to spend on the war. And this money also will come back to l'économie de guerre dans tous les pays, dans n'importe quel pays, l'économie de guerre est concentrée sur la guerre. C'est-à-dire qu'il faut plus de balles, il faut plus de casques, il faut plus de matériel militaire. Donc pour produire tout ce matériel militaire, il faut plus d'usines militaires. Donc évidemment, au début, ça a donné un petit coup de boost à l'économie russe, et y compris au gouvernement de la Fédération de Russie, d'autant plus que la plupart des usines, notamment des usines militaires en Russie, sont des usines gouvernementales. Donc tout ça fait plus d'argent pour le gouvernement, plus d'argent pour l'État. En plus, ça fait plus de taxes, etc. Donc oui, il y a eu un petit rebond de l'économie au début, ce qui a permis au gouvernement de dire que notre économie est forte, qu'elle va bien, etc. Mais ils sont obligés de maintenir cette étape de guerre parce que le jour où la guerre sera finie, ces usines ne serviront plus à rien et l'économie risquera de collapser, de s'effondrer. Donc, actuellement, certes, il y a de l'inflation, les salaires ne sont pas très hauts, mais pour le pouvoir, ça reste encore à peu près gérable. L'économie ne s'effondre pas. Voilà. Et c'est difficile pour les gens, mais sans pour autant que ça les affecte de manière trop forte. Quoi, voilà. Après, il dit, je ne suis pas économiste, je ne sais pas ce que ça donnera quand la guerre s'arrêtera, mais disons, on peut penser quand même que ça risque de s'effondrer. Quoi. En 1917, en France, il y a eu ce qu'on appelait les mutineries du chemin des dames. Les soldats français étaient fatigués, ça faisait 3 ans qu'il y avait la guerre. Ils étaient envoyés au front, ils mouraient. Et donc au bout d'un moment, les soldats ont dit, il y en a marre, on ne veut plus y aller, on ne veut plus mourir. Est-ce que ce genre de sentiment peut exister ou existe aujourd'hui dans l'armée russe, ou est-ce que pas du tout, le moral n'est pas encore assez bas? Well, we have another better example at the same time. When the Russian Empire fought the First World War I, it was the same. Soldiers got tired of the war. They don't want to fight the war. They have their own problems because at that time. Il dit mais il y a une autre
Exemple, si on veut être dans les exemples historiques de la Première Guerre mondiale, il y a l'exemple même de ce qui s'est passé en Russie. Pas besoin d'aller en France. Le francocentrisme, vraiment, c'est insupportable. Il dit donc, dans l'Empire russe, pendant la Première Guerre mondiale, c'était pareil. Les soldats étaient fatigués de 3 ans de guerre. Ils avaient leurs propres problèmes. En plus, à l'époque, la plupart étaient des paysans, c'était des fermiers. Il n'y avait personne pour s'occuper de la ferme. Les épouses, les parents qui étaient vieux ne pouvaient pas faire ce travail. Et donc, certes, les soldats avaient des maisons, ils avaient des fermes, mais personne pour en prendre soin. Et donc, ils savaient que même après la guerre, même s'ils avaient gagné la guerre, de toute façon, ils seraient rentrés et la ferme aurait été détruite. Donc, ils n'auraient plus nulle part où aller. Donc ça, c'était vraiment insupportable. Et c'est à ce moment-là que le mouvement révolutionnaire, le mouvement communiste a grandi. Et ensuite, ça a donné la guerre civile. En fait, la guerre civile en Russie en 1917, c'est parce que tout d'un coup, les soldats ont dit maintenant il y en a marre, on veut rentrer chez nous, on rentre dans nos maisons, on rentre dans nos fermes, on veut construire nos maisons et s'occuper de nos fermes. Et le gouvernement avait beau leur dire que l'ennemi c'était les Allemands, qu'il fallait se battre contre les Allemands. En fait, les soldats russes en 1917 ont dit bah non, l'ennemi c'est le gouvernement et c'est contre lui qu'on va se battre. On veut revenir chez nous, s'occuper de nos maisons et avoir notre liberté. Et en fait, quand les soldats russes en 17 se sont mis à se battre pour eux, pour leurs propres intérêts, ils avaient beaucoup plus le moral que quand il s'agissait d'aller se battre contre les Allemands. Mais ça, c'est en 1917. Il dit, je ne pense pas que ça va arriver aujourd'hui, parce que certes, le moral est très bas aussi en ce moment, mais les instruments du gouvernement pour punir les gens qui refusent de lui obéir et les instruments du gouvernement pour récompenser les gens qui sont avec lui ne sont pas comparables. Le ratio risque-bénéfice entre le fait de contre le gouvernement ou pour le gouvernement est juste fou, quoi, juste insane. Donc aujourd'hui, les soldats, ils pensent juste à sauver leur vie, à se cacher éventuellement quelque part, mais ils sont, comme je l'ai dit, ils sont dans le brouillard de guerre. Parce que même s'ils voulaient s'enfuir, partir, où aller ? Qui va les accueillir ? Il n'y a pas de place pour les recevoir, pour les protéger. Où aller ? Et c'est pour ça que c'est important d'amener cette information sur la ligne de front, que les soldats sachent qu'il y a des gens qui sont prêts à les accueillir, qu'il y a des places, et qu'il y a, voilà, que de toute façon, à ce que les soldats puissent avoir un choix quelque part, et notamment le choix de refuser et de partir. Voilà. C'est par ça qu'il faut commencer. If I may add something, c'est aussi un peu nous dans cette réflexion-là qu'on a créé l'initiative Olga Taratuta. On s'est dit, si demain on devait être confronté à cette situation, qu'est-ce que ça implique d'accueillir des déserteurs en termes logistiques ? Où aller, comment ? Là, on a des copains, ça fait 3 ans qu'ils hébergent des déserteurs. Un engagement sur 3 ans, c'est un engagement long quand même. C'est pas 1 semaine, c'est pas 2 semaines. Donc, faut avoir des gens qui ont la capacité de s'engager. Et puis, quand vous recevez des gens comme ça chez vous, il y a aussi des moments où vous avez envie de tranquillité ou de vacances. Voilà. Donc, il faut aussi avoir d'autres réseaux qui sont capables. Même les déserteurs, s'ils sont toute l'année dans un petit patelin de 600 habitants, au bout d'un moment... pour le moral, enfin bon, il y a des gens qui aiment, hein. Mais pour le moral, c'est dur, quoi. Donc il faut aussi réfléchir à ça. Comment est-ce qu'on fait pour, justement, on parlait tout à l'heure de construire du collectif, qu'ils ne se restent pas seuls. Parce que, ok, ils se sont enfuis, mais c'est pas non plus pour être dans une prison de l'exil, quoi. Donc comment on s'organise pour qu'il y ait du monde autour d'eux, qu'ils ne soient pas seuls, alors sans être non plus dans le patronage, hein, dans l'amical, voilà. Mais voilà, donc c'est toutes ces questions-là, et c'est important de se les poser maintenant. Je ne souhaite pas qu'on soit amené à devoir se les poser, mais voilà, peut-être qu'un jour, et puis ça peut servir à d'autres choses. Voilà. Du coup, là, c'est une question plus pour vous, Olga. 2 questions. Une toute petite question. Pourquoi ce nom ? J'imagine qu'il y a une histoire derrière. Et sinon, une question un peu plus large, pour lancer une discussion aussi, mais vous,
c'est quoi un peu vos réflexions actuellement sur les initiatives qu'on pourrait porter pour un mouvement antimilitariste en France, au-delà du soutien aux déserteurs étrangers, quoi, parce que la question de construire un mouvement antimilitariste en France, elle est urgente aussi quand on voit la propagande de guerre qui est portée par la bourgeoisie et ce qui peut nous attendre à moyen voire court terme, quoi. Du coup, voilà. I wanted to ask, to tell you about the initiatives that we can have with militarism in France. For example, I connected with a teacher who teach young people at, I think, at school in Paris. And he also a member of the Stop the War. And we want to make a meeting with students where I'm going to tell them about my story. And if they think that the army is a good choice, I'm going to tell them again that I lost everything in my life because of this. So it's one of the steps that we can do, but there is much more steps we can make. It's not that difficult, I think. It's really difficult to fight against the propaganda of the government. Donc moi déjà je vais vous dire voilà une idée que j'ai d'initiative qu'on peut faire ici contre le militarisme en France. Il dit par exemple je suis en contact avec des enseignants et l'idée ce serait d'aller à la rencontre des jeunes, des étudiants pour justement leur expliquer la réalité de la guerre. Qu'est-ce que c'est vraiment la guerre et pas simplement les belles images. Il dit en France, bien sûr, il y a la propagande, mais la propagande n'est pas aussi dure qu'en Russie, donc on peut le faire ici, quoi, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Et je vais répondre à tes deux questions sous le contrôle de mes compagnons, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris le nom Olga Taratuta ? En fait, lorsque la guerre a débuté, on s'est dit voilà, on va prendre le nom on va faire cette initiative. Et la figure de Olga Taratuta nous a semblé une figure symbolique extrêmement importante. Olga Taratuta, c'était une militante anarchiste. Elle était d'origine juive, ukrainienne. Elle a combattu le tsarisme. Elle a été déportée en Sibérie. Elle s'est enfuie. Elle était en exil en Suisse, où elle a rencontré Lénine. Déjà, elle n'était pas d'accord avec lui. Après, lorsqu'il y a eu la révolution russe, elle est retournée en Russie pour rejoindre la révolution. Là, en Russie, Makhno, qui était un insurgé dans l'est de l'Ukraine, lui a confié le soin de créer une organisation de soutien aux prisonniers politiques de toute tendance, qui s'appelait la Croix-Noire anarchiste. Et donc, elle a créé la première Croix-Noire anarchiste à Moscou, et à Kharkov aussi, je crois. Et elle défendait tous les prisonniers révolutionnaires. Pas que les anarchistes. Elle était anarchiste, mais pas que les anarchistes. Elle défendait aussi les socialistes révolutionnaires, les maximalistes, enfin toutes les tendances qui étaient en but à la répression. Ça lui a valu d'être arrêtée, d'être de nouveau déportée. Elle est ressortie. Elle était sous surveillance et finalement, en 1937, elle a été fusillée lors des purges staliniennes. Donc on a pensé que symboliquement, c'était quelqu'un qui était anationaliste. Pour être très clair, nous, à Olga Taratuta, nous ne nous disons pas internationalistes. Nous nous disons anationalistes. Parce que l'internationalisme, c'est un concept qui veut des relations pacifiées et égalitaires entre les nations nationalistes. Donc l'internationalisme suppose le nationalisme. Nous, on est pour la destruction des nations, on est anti- ou anationaliste. Voilà. Bon, c'est un peu joué sur les mots, mais bon, on est comme ça, on aime bien pinailler. Voilà. Mais voilà, donc ça nous semblait une figure intéressante, et en plus, on ne pouvait pas lui coller une origine identitaire, tu vois. Parce qu'on voit bien aussi que ce qui est à l'œuvre en ce moment avec la guerre, c'est aussi une bataille identitaire. La bataille identitaire de Poutine qui dit « je viens libérer les russophones », et en face, la bataille des nationalistes ukrainiens qui disent « il faut éradiquer les russophones ». Nous, on avait déjà vu ça parce qu'en fait, en 2019,
on avait été informé par des copains d'Ukraine que donc après Maïdan, le gouvernement ukrainien était plutôt de tendance nationaliste. Et donc, il avait besoin de créer un roman national pour souder la population autour d'eux. Et pour créer un roman national, il faut avoir un panthéon. La patrie, les grands hommes reconnaissants. Macron, il met des gens au panthéon toutes les semaines. Là. En Ukraine, ils font pareil. Le problème, c'est que dans le panthéon ukrainien, les nationalistes, ils n'avaient que Bandera à mettre. Et c'est pas terrible. Bandera, c'était un nationaliste ukrainien ami des nazis, voilà, pour être très clair, qui a fait des pogroms de juifs, des pogroms de polonais. Enfin bon, c'est pas terrible, surtout quand on a un gouvernement qui veut se rapprocher de l'Union européenne, etc. Donc pour équilibrer le panthéon national ukrainien, le gouvernement nationaliste ukrainien a essayé d'y inclure Makhno. Comme ça faisait un coup à droite, un coup à gauche. Et donc Makhno, il se trouve qu'il est enterré à Paris. Ses cendres sont à Paris, au Père-Lachaise. Et donc en 2019, il y avait un projet du gouvernement ukrainien de rapatrier les cendres de Makhno en Ukraine pour lui faire un mausolée officiel et accessoirement faire un parc d'attractions, un Makhnoland à côté. Non mais c'est vrai, je déconne pas, ils voulaient faire un Makhnoland avec des Tachanka, vous savez, des auto-tamponneuses en Tachanka et tout. Non mais ça peut paraître des conneries, mais c'est vrai, ils avaient prévu de faire un Makhnoland. Et donc, bon, il y a eu un mouvement, un peu de protestation. Nous, on avait fait un peu de barouf à l'époque. Bon, et finalement, Makhno, il est toujours là. Et d'ailleurs, c'est très intéressant d'aller voir la tombe de Makhno au Père-Lachaise, parce que c'est devenu un champ de bataille idéologique. Avant la guerre, la tombe de Makhno, enfin la plaque de Makhno, c'est une plaque sur un mur, puisque c'est ses cendres en fait. Voilà, était était libre, enfin c'était vierge, il y avait rien. Et depuis qu'il y a la guerre, systématiquement, il y a des gens qui passent et qui marquent des choses sur la tombe de Makhno. Et c'est un champ de bataille dans le sens où il y a des gens qui mettent des slogans anarchistes, évidemment, enfin c'est clairement anarchiste, même si c'est des Ukrainiens manifestement, et il y a d'autres qui mettent des slogans nationalistes, voire néo-nazis. Là, on y était avec le copain japonais la semaine dernière, et il y avait des symboles, des unités Azov, des unités néo-nazis, qui était là. C'est-à-dire que la figure de Makhno devient un enjeu idéologique, quoi. Et voilà, oui, un peu comme Louise Michel quelque part. Et donc le côté Makhno l'anarchiste disparaît ça devient nationaliste ukrainien, ce qu'il n'a jamais été. Voilà. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que ça nous intéressait Olga Taratuta, parce qu'elle est pas récupérable en termes identitaires. Voilà. Et après, l'autre question, c'est quelle initiative pour l'antimilitarisme en France, au-delà de ce qu'on peut faire avec les déserteurs. Voilà. On pense qu'aujourd'hui, l'enjeu stratégique pour l'armée française, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, l'armée, la guerre se fait beaucoup avec des drones. Ça veut dire que l'armée va avoir besoin de techniciens, de dronistes, d'électroniciens, de programmeurs, de gens comme ça. Les profils de techniciens, de programmeurs, c'est aussi les profils dont a besoin l'industrie. Donc ça veut dire qu'il y a une surenchère en ce moment pour aller récupérer les jeunes, pour les attirer soit vers l'industrie, soit vers l'armée. Et on voit bien tout le discours que développe l'armée. Donc ils mettent en place ce qu'ils appellent des classes école défense ou armée défense, où dès le lycée, c'est des classes qui sont jumelées avec des unités militaires. Et dès le lycée, ils essayent d'inculquer aux jeunes venez dans l'armée, vous allez être bien payés, vous allez avoir une évolution de carrière, etc. Et on pense que c'est hyper important d'essayer de contrecarrer cette propagande dans la jeunesse et dans les lycées. Et donc, nous aussi, et c'est aussi c'est des choses qu'on aimerait bien discuter avec tous ceux qui veulent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de contrebalancer ça ? Il y a des gens aussi à Toulouse, par exemple, le squat La Pujade, qu'on fait des choses par rapport aussi aux universités pour s'adresser aux jeunes qui sont dans des études scientifiques, pour leur dire, si vous êtes dans des études scientifiques, soit de la chimie, de la physique, de l'aéronautique, etc., n'allez pas travailler pour l'armée. Enfin, ils essayent de développer des narratifs autour de ça. Et voilà, ça, c'est le genre de choses, nous, on aimerait vraiment participer concrètement à des choses là-dessus. C'est pour ça que, par exemple, à Paris, il y a un truc qui s'appelle l'Assemblée antimilitariste de Paris. On les avait rejoints pour ça, parce qu'on pensait... C'est des gens, nous, on est des gens assez âgés, c'est des gens plus jeunes que nous. On les avait rejoints, on avait été voir pour travailler avec eux sur cette question de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ici.
Et en fait, on a eu l'impression que le sujet les intéressait pas et on a été très très déçus, quoi. Donc nous, on est vraiment tout à fait disposés, volontaires à travailler vers la jeunesse. Voilà. Soutenir les milices paramilitaires à droite à gauche, quoi. Voilà. Ouais. Et oui, et autre chose. Alors un autre sujet aussi, et ça on en a discuté avec les précaires de Paris. Un autre sujet aussi, c'est tout le travail en ce moment avec Pôle Emploi pour essayer de forcer les gens. Nous, on a des copains chômeurs, des copains précaires. Aujourd'hui, les seules annonces qu'ils reçoivent, je dis pas qu'ils les reçoivent avec plaisir, hein, ils sont obligés sinon voilà, on leur coupe les vivres. Mais les seules annonces qu'ils reçoivent, c'est pour aller bosser dans l'armée, quoi. Et comment on s'organise pour refuser sans perdre ses droits. Voilà, des choses très concrètes. Voilà, c'est ce genre de choses on aimerait bien discuter avec vous. And also, I wanted to add that in Russia we have the same problem. We have soldiers in schools. It's like official place for a soldier, and there is only soldiers who fight in the war. So obviously they have psychological problems, and they tell kids how to use guns, how to fight, how to love the country, all this stuff. They call that lessons of the patriotism. Donc il a dit, je veux dire qu'en Russie aussi, on a des soldats dans les écoles. Ils appellent ça des leçons de patriotisme. Le problème, c'est qu'ils envoient dans les écoles des soldats qui ont été au front, qui ont des problèmes, qui reviennent avec des troubles psychologiques et qui enseignent aux enfants comment tuer, comment utiliser des armes. Enfin, ça traumatise les gamins, quoi. Et il dit, en France, on n'en est pas encore là et j'espère qu'on pourra construire quelque chose voilà, vers la jeunesse et je ferai tout ce qui est nécessaire, tout ce que je peux faire pour empêcher que ça arrive en France. Moi, je pense que c'est indispensable de lutter contre la guerre idéologique qui est faite nationaliste. Mais je vais revenir sur le sujet que j'abordais tout à l'heure. Je pense qu'il faudra absolument le relier au prochain mouvement qu'il y aura sur les questions d'austérité et les grèves aussi qu'il y a dans certains secteurs de l'industrie. Quand il y a une restructuration, la fonderie de Bretagne, ils ont transformé, après une lutte, la fonderie en une fabrique d'obus, par exemple. Bon, alors la CGT, elle est à fond dedans, mais j'ai discuté avec des camarades qui étaient à Renault, à Paris, et qui, eux, en interne, c'est des syndicalistes de base, quoi. Ils essayaient justement d'avoir des discussions avec les autres travailleurs pour pas fabriquer des drones et pour pas participer à cette entreprise. Et j'ai l'impression qu'il faudrait arriver à connecter les gens qui luttent au sein des entreprises, s'il y a des prochains mouvements un peu plus d'ampleur, et la question de l'idéologie et de l'embrigadement des jeunes générations, quoi. Parce que tout le monde est touché. Il va pas y avoir, bien sûr, il parie sur la jeunesse, mais forcément, même les personnes plus âgées, normalement, vont avoir une diminution du niveau de vie, quoi. Il ne s'agit pas de faire que de la guerre. Enfin, il faut lier la lutte contre l'austérité avec la lutte contre la guerre. Ça, on est complètement d'accord avec ça. Il se trouve qu'on a des copains. Alors, à côté d'Olga Taratuta, on est dans un petit groupuscule anarchiste qui s'appelle la CNTAIT. Et on a des copains qui travaillent dans l'industrie, notamment dans l'industrie aéronautique. Et donc, qui sont dans cette situation de travailler dans des industries qui sont duales, c'est-à-dire quand ils usinent des pièces d'avions, ils ne savent pas si c'est pour des avions militaires ou des avions civils. Donc comment résister à ça et comment faire passer le message, comment faire du sabotage aussi, c'est pas simple, hein. Aujourd'hui, quand tu travailles avec des contrôleurs qualité sur le dos, pas simple de faire du sabotage. Bon, donc on essaye, mais c'est à tout petit niveau, hein, on essaye de se dire voilà, comment est-ce que déjà on peut faire ça. Pareil aussi, en ce moment, on soutient une grève d'ouvriers de l'aéronautique en Tunisie, voilà, qui sont dans la même boîte que là où nos copains travaillent. Hein ? Oui, voilà. En fait, c'est une entreprise française qui a des sites dans différents pays, en France et en Tunisie. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que les ouvriers tunisiens qui sont exploités comme des chiens, ils ont décidé de s'organiser, ils ont voulu faire une section syndicale, porter des revendications, enfin des trucs qui ne sont pas révolutionnaires en soi. En plus, ils ont suivi la loi tunisienne, etc. Ils se sont tout de suite fait licencier. Et lorsqu'il y a eu les vœux dans la boîte française, dans la boîte française de cette boîte tunisienne, lorsqu'il y a eu les vœux du patron, le patron, il a dit... en Tunisie, les travailleurs, ils ont voulu faire grève. Je leur ai mis un coup de boule.
et j'hésiterai pas à le refaire s'il le faut, quoi. Ça veut dire que le discours guerrier, enfin, parce que c'est quand même violent comme discours, les mecs ils s'en cachent pas. Et donc c'était aussi un message qui était adressé aux travailleurs français, quoi, tu vois. Et donc, enfin français en France. Et donc il faut aussi, voilà, comment on s'organise pour lutter contre ça. Alors, et en même temps, comment être solidaire des luttes qu'il peut y avoir dans les boîtes de l'aéronautique, par exemple, sans pour autant lutter. C'est le même. Les copains russes ont le même problème. Ils ont soutenu une grève dans une usine qui fabrique des véhicules blindés. Et les mecs s'étaient mis en grève pour être payés parce qu'ils n'étaient pas payés. Et donc les copains se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors ils ont quand même soutenu la grève en disant, c'est normal d'exiger d'être payé, mais en même temps, ils disaient aux travailleurs, en même temps, il faudrait essayer de travailler pour autre chose, quoi. Mais c'est pas simple. Et comment on fait, quoi? Est-ce qu'on soutient quand même ou pas ce genre de grève? Moi, j'ai pas de réponse, quoi. We need to have, first of all, good protection of workers. So if they don't want to participate in the war economy, they just can't easily fire them and get rid of them. That's first of all. And second thing, I think it's we need to destroy illusion in people's heads that if they work somewhere and they participate in war economy, they might not even know that. So we need to show them what the end result of their work. If they do some small piece for ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un bon système de protection des travailleurs. Parce que sinon, il suffit pour le patron, le gouvernement, de licencier les travailleurs et après, ils se retrouveront, voilà, ils se retrouveront dans la merde, quoi. Donc, il dit pour avoir un bon système de protection des travailleurs, déjà, il faut commencer par détruire l'illusion que le travail dans une industrie d'armement n'a pas de conséquences. Il faut que, même si vous faites une toute petite pièce, un tout petit composant, il faut que vous sachiez à quoi va servir le composant, à quoi va servir la pièce que vous usinez, que vous faites. Vous avez besoin de savoir que vous participez à la construction d'une roquette qui est faite pour tuer. Voilà. Il faut que les choses soient très très claires. Il faut dire la vérité aux gens. Ensuite, il faut commencer à se préparer à lutter contre les règles du gouvernement avant qu'ils les mettent en place. Il dit par exemple, si beaucoup de gens refusent de travailler dans l'économie de guerre, alors le gouvernement va tout faire pour que ce soit agréable de travailler dans l'économie de guerre. Il va tout faire pour que les gens aient envie d'aller travailler dans l'économie de guerre. Et en fait, il faut commencer à semer les graines du refus avant. Pour moi qui suis en formation dans l'industrie et qui m'intéresse un peu à tout les process industriels et tout machin dans ce cadre-là, en fait, le civil et le militaire est de plus en plus, historiquement déjà, et dans les process industriels c'est très proche, mais ça l'est de plus en plus. Et en fait, la même boîte, on peut produire aussi bien pour du militaire et du civil, et du coup, je pense que savoir ce qui est que ton composant, qu'est-ce qui va et à quoi il est destiné, si c'est à une machine à laver ou à un missile, au bout d'un moment, tu peux plus savoir, tu sais plus ce qu'il y a, et que toutes les boîtes de certains types de composants, elles bossent pour les deux trucs. Et elles bossent pour. D'ailleurs, tu as même des boîtes qui bossent pour plus des. Je sais qu'il y a une boîte, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais qui était. Je crois que c'était des anciens trucs Mittal et tout machin, qui font aussi bien des pièces pour pour toutes sortes de secteurs industriels que pour la marine française, que pour la marine chinoise. Et j'ai vu que maintenant, il y a pas longtemps encore, il y avait encore une boîte qui fournissait des trucs aux Russes, à l'armée russe, en composant de matériel militaire. Du coup, ils bossent ils alimentent tout le monde, tant qu'à faire. Workers need to know what they're doing. First of all, and if they do, for example, iron that will go to civilian and military use, they need to have instrument to refuse to work if the parts that they gonna make will go to war economy. If we're gonna have this instrument, like special
point in the contract when they go to work that their production, what they're going to produce, is only going to civilian use and not military use. It's very difficult to do, I know, but we need to think how to make this. I'm just throwing some options that we can make. And the first thing in this is just to show people what Effectivement, il faudrait essayer d'imaginer une sorte, alors il n'a pas dit le terme, c'est moi qui vais le dire, mais une sorte de clause d'objection de conscience dans les contrats de travail, où le travailleur pourrait refuser de travailler dès lors que son travail doit servir à produire des technologies militaires. Il dit ça paraît très très compliqué à imaginer, mais peut-être qu'il y a peut-être quelque chose comme ça à réfléchir. Et puis ensuite, il faut aussi il faut travailler à des choses comme ça. Feu dans le studio, je continue. Un grand merci au camarade déserteur pour son témoignage. Nous remercions également l'initiative Olga Taratuta et le Loukanikos pour l'organisation de cette rencontre. Alors que de tous côtés, les appels bellicistes pleuvent comme les bombes, la réalité du conflit ukrainien offre un aperçu sordide de ce qui pourrait advenir d'un conflit généralisé. Le capital s'emballe et n'a plus grand-chose d'autre à offrir que la misère et la destruction. Pour y mettre un terme, il faudra bien que nous, qui faisons tourner la production et circuler les marchandises, qui sommes envoyés crever au front, il faudra bien qu'on refuse l'ordre établi et que l'on combatte ceux qui le défendent, pour pouvoir imaginer et construire autre chose, un autre monde, un autre futur, radicalement opposé à celui qui se dessine actuellement sous nos yeux. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt sur Radio 2049. О чем так мечтал, он в горящую точку планеты попал. А когда наконец-то вернулся домой, он свой старенький тир обходил стороной.